Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Remise de kits scolaires aux enfants de militaires décédés au sein des forces armées béninoises. C'était ce jeudi à l'état-major des forces armées. Toujours ce jeudi, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle était en tournée dans l'Atlantique. Il est allé constater la mobilisation des enseignants sur les sites des Journées nationales pédagogiques. Et puis, le Premier ministre de transition, Choguel Maïga, au Mali, a rencontré jeudi les diplomates accrédités à Bamako. Il leur a fait l'état de la nation et sollicite leur aide pendant cette période de transition. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre, je le disais dans les titres, le ministre de la Défense nationale, accompagné de son homologue des Affaires sociales, a procédé hier à la remise de kits scolaires aux enfants de militaires décédés au sein des forces armées béninoises. Un geste du gouvernement en cette veille de la rentrée scolaire 2021-2022. Aristide Setting pour le compte rendu. Les enfants des militaires décédés en activité peuvent démarrer la rentrée scolaire 2021-2022 sans avoir le souci des fournitures. Le gouvernement a laissé parler son cœur ce 9 septembre en leur offrant des kits de fournitures scolaires. La cérémonie, qui a sa deuxième édition, est présidée par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Par cette remise de kits scolaires ce jour, je voudrais réaffirmer mon engagement et celui du chef de l'État à restaurer votre dignité face à ce besoin d'accompagnement en vue d'un meilleur avenir. Cette activité vise, in fine, à réduire le taux de déperdition scolaire et à offrir l'égalité de chance à tous les enfants du Bénin, qu'ils soient orphelins ou de parents vivants. Une occasion pour la ministre en charge des Affaires sociales et de la microfinance d'apprécier l'initiative. L'acte que vous posez aujourd'hui a une haute portée sociale et s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui érige le social au rang de priorité de ses actions. Chers enfants bénéficiaires, le gouvernement du président de la République, son Excellence Patrice Talon, à travers le ministre de la Défense nationale, que je viens assister ici ce matin, est soucieux de votre avenir et de ce que vous allez devenir demain. Ces kits scolaires qui vous sont destinés vous permettront d'étudier dans de bonnes conditions. Je vous exhorte à en faire un bon usage. La distribution des kits scolaires pour les orphelins des militaires décédés en activité va se poursuivre dans toutes les garnisons du pays. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle était ce jeudi sur les sites des Journées nationales pédagogiques. Il s'agit pour l'autorité de constater la mobilisation des enseignants, mais surtout de leur rappeler les dispositions liées à la lutte contre la COVID-19. Frédéric Espoir Mambou était au lycée technique Koulibaly, l'un des sites visités par le ministre. Ces journées pédagogiques nationales de réflexion sonnent le glas de l'imminence de la rentrée scolaire 2021-2022. Pendant 2 jours, les enseignants ainsi conviés discuteront des questions liées au contenu et à la manière d'enseigner pour l'année scolaire à venir. Bertin Toliton est inspecteur général pédagogique du ministère de l'Enseignement secondaire. Après avoir fait le tour de certains centres dans l'Ouémé et dans le littoral aux côtés du ministre, il se dit satisfait. Très bon constat par rapport à la mobilisation, mais aussi par rapport à l'attention particulière que les enseignants portent sur les thèmes qui sont développés. 2 thèmes sont choisis pour ces journées de réflexion. Le premier est au profit des enseignants du domaine de l'enseignement général. Il s'intitule « Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, enjeux et défis ». Quant aux enseignants du domaine technique et professionnel, ils réfléchissent autour de l'état des lieux et perspectives pour l'enseignement technique et la formation professionnelle à l'ère du numérique. Un thème d'actualité selon le ministre Yves Tchabi Kouara. C'est un thème d'actualité. Vous avez très bien choisi le thème.
Et dans le domaine de la formation professionnelle, vous convenez avec moi que nous ne pouvons pas faire grand-chose sans le numérique. Je vous félicite pour le choix de ce thème et vous encourage à l'approfondir. Le ministre a saisi l'occasion pour insister sur l'observance des gestes liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le gouvernement a pris ses responsabilités en nous demandant d'observer les gestes barrières. En prenant certaines mesures de sécurité, il nous revient juste de les observer. Nous avons pris par plusieurs sites, nous avons constaté que tout le monde a son masque, c'est bien. Nous avons constaté l'existence des dispositifs de lavage de mains, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas négliger la vaccination. C'est l'une des mesures prises et il faut la respecter également. Le ministre et sa délégation sont repartis satisfaits de ce que des leçons applicables sortiront de ces journées pédagogiques. Vaccination contre la COVID-19, le syndicat des travailleurs de la santé conteste la décision du gouvernement de rendre obligatoire la vaccination au personnel de santé. Au cours du point de presse du Conseil des ministres du mercredi dernier, le secrétaire général adjoint du gouvernement est revenu sur la pertinence de la décision. On l'écoute. S'il était encore utile d'insister sur la pertinence de la démarche du gouvernement, c'est qu'il faut faire observer à ces personnes-là l'engouement qu'il y a aujourd'hui dans les centres dédiés à la vaccination. Irait-on jusqu'à imaginer que nos populations, nos compatriotes aillent dans ces centres et n'aient pas présent sur les lieux les personnels qualifiés pour leur administrer le vaccin? Cela ne peut pas s'entendre. Et nous avons dit que la continuité du service public de la santé dans ce contexte de pandémie est telle que les agents relevant du secteur de la santé, qu'ils soient du public ou parapublic et privé, sont astreints à l'obligation de se faire vacciner. Il est utile de dire à nos amis syndicalistes, dont certains évidemment sont admis déjà à faire valoir leur droit à la retraite et ne se sentent peut-être pas concernés par le débat, il est utile de leur dire que, parce qu'ils sont des personnes responsables, le temps n'est pas à bander les muscles pour empêcher ou distraire leurs collègues d'aller se faire vacciner. S'il faut bander les muscles actuellement, ce serait précisément pour faire ensemble front contre la pandémie et donc rassurer nos compatriotes et particulièrement les agents de santé. Ils ne sont pas perçus comme une mauvaise cible, mais le devoir du gouvernement, c'est de garantir la continuité de ce service public de la santé et parce qu'ils sont très importants dans le dispositif, que sans eux, cela ne peut pas se faire. Il se justifie objectivement qu'ils soient astreints à cette obligation de se faire vacciner afin de faciliter la continuité du processus. Et le taux de contamination et de décès liés à la COVID-19 ne cesse d'augmenter au Bénin. Pourtant, dans certaines villes, on note un relâchement des gestes barrières. Suivez ce reportage de Laurent Roland-Todenkes pour vous en convaincre. Le Bénin a franchi le cap des 10 000 cas de COVID-19 depuis quelques jours. Plus de 120 morts, environ 2 000 cas sous traitement, même si plus de 8 000 personnes atteintes sont déjà guéries. Une situation alarmante qui interpelle chacun sur le respect des gestes barrières. Un tour dans la ville d'Abomey-Calavi fait état du relâchement de ces gestes barrières. Effectivement, ça a servi parce qu'au début, on pensait que c'était du mensonge, mais lorsqu'on prend sur le plan mondial et même national, on voit que de jour en jour, il y a plus de décès. Il y a certaines personnes qui ne respectent pas les règles barrières parce que, moi je pense que la sensibilisation n'est pas encore déjà à un niveau donné. Cela inquiète et nous devons nous armer de vigilance. Et l'État aussi doit sensibiliser dans ce sens puisque la population s'habitue déjà à la chose et croit que ça ne tue plus. Au niveau des points stratégiques, le relâchement de ces gestes barrières est bien confirmé. Si devant l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, les dispositifs de lavage des mains sont bien en place et fonctionnels, il n'est pas surprenant de voir certains usagers de ce centre hospitalier
sortir du centre le masque de protection au menton, ce qui nécessite une fermeté face aux usagers. Au carrefour Aconville et au carrefour Pota, le trafic se passe bien, mais le respect des gestes barrières est foulé aux pieds. Dans les transports en commun, pas de port de masque, pas de distanciation sociale et les passagers semblent bien être indifférents. Les rassemblements se font sans le respect des gestes barrières. Face à ce relâchement, certains citoyens préconisent la sensibilisation et la répression. Il faudrait qu'il y ait plus de sensibilisation pour que les gens comprennent que c'est un fléau vraiment qui sévit. C'est parce que peut-être qu'on pense que ça n'a pas encore touché un de nos proches. On pense que bon, c'est en train de toucher des personnes qu'on ne connaît pas et on se dit que bon, la maladie n'existe pas réellement. Or, c'est quelque chose qui existe, c'est un fléau qui est vraiment qui fait ravage. Vous savez que le Béninois, quand il n'y a pas la chicotte derrière, nous ne respectons rien dans ce pays. Il va falloir que le gouvernement, à travers la police, réprime ceux qui ne vont pas respecter les gestes barrières pour limiter la propagation de la maladie. Des citoyens qui refusent délibérément de respecter les gestes barrières et qui rejettent la vaccination, seule alternative actuelle pour être à l'abri de la contamination. Une situation qui pourrait amener les gouvernants à une répression sans merci ou à imposer la vaccination. L'actualité sur le continent à présent, le Premier ministre malien de transition, Choguel Maïga, a rencontré jeudi les diplomates accrédités à Bamako. Il leur a fait l'état de la nation et sollicite leur aide pendant cette période. Il a également abordé la suite du processus de transition et ses priorités devant les diplomates étrangers. Le Premier ministre malien a clairement indiqué que la priorité du gouvernement est d'abord l'organisation des assises nationales. Ces rencontres vont commencer à la base pendant quelques semaines avant une grande réunion de toutes les forces vives de la nation à Bamako. Il ne faut pas d'une transition bâclée, a-t-il déclaré lors de la rencontre. Agnès Buzyn, l'ex-ministre française de la Santé, entendue par la Cour de justice dans le cadre d'une enquête sur la gestion de la Covid-19 par le gouvernement français. Une excellente opportunité, selon elle, pour rétablir la vérité. Elle risque une mise en examen pour danger de la vie d'autrui et abstention de commettre un sinistre. Il y a les contingences de la vie politique et les imprévus parfois indignes d'une campagne. Mais c'est aujourd'hui un nouveau départ, tout commence maintenant. Une démission après 2 ans et 8 mois de fonction ministérielle. Le 17 février 2020, Agnès Buzyn annonce son départ du ministère des Solidarités et de la Santé pour se présenter à la mairie de Paris. Plus d'1 an après, l'ancienne ministre n'est pas devenue maire de la capitale et risque même une mise en examen. Pour comprendre cette situation, il faut remonter au 23 janvier 2020. Tous les établissements de santé connaissent la conduite à tenir, les SAMU sont en alerte, les services d'urgence sont en alerte. Il y a également des équipes, notamment une équipe de soins dédiée à l'aéroport de Charles de Gaulle qui peut prendre en charge un patient fébrile à l'arrivée d'un avion. Donc en réalité, en France, nous sommes extrêmement bien préparés pour ce type, évidemment, d'épidémie. Début 2020, le coronavirus n'en est qu'à ses prémices. Le virus touche uniquement la ville de Wuhan en Chine et la France est encore épargnée. Le gouvernement français pense donc être préparé à toute éventualité. Problème, la situation évolue très vite. Trop vite. Mesdames et messieurs, j'ai été informée hier soir du décès du patient de 80 ans qui était hospitalisé à l'hôpital Bichat depuis le 25 janvier dernier et qui était atteint donc d'une infection pulmonaire par le coronavirus. Il s'agit là du premier décès par le coronavirus en dehors de l'Asie, donc le premier décès en Europe. En 2 semaines, la confiance fait place à l'inquiétude. Critiquée pour sa gestion du début de la crise, Agnès Buzyn est remplacée par Olivier Véran. En juillet 2020, une enquête sur la gestion de l'épidémie est ouverte. L'ancienne ministre est l'une des premières à témoigner. Pour elle, une chose est claire, son ministère n'a jamais rien pris à la légère. Il n'y a pas une journée où nous ne prenons pas des décisions. Pas une journée
où nous n'avons pas anticipé, toujours par rapport à l'OMS et à l'ECDC. Nous sommes toujours en avance par rapport aux décisions internationales. Donc, en aucun cas, je peux vous dire, en aucun cas, je peux laisser dire que le ministère de la Santé a été lent. Agnès Buzyn sera donc de nouveau entendue ce vendredi et risque une mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Une première audition pour une ministre qui ne devrait pas être la dernière. Des perquisitions ont déjà été menées le 15 octobre dernier chez Édouard Philippe, Jérôme Salomon et Olivier Véran. Aux États-Unis, Joe Biden étend la vaccination contre la COVID-19 obligatoire pour les 2/3 des travailleurs américains, une décision qui intervient alors que les districts scolaires de Los Angeles exigent que tous les jeunes de plus de 12 ans se fassent immuniser. Nous avons été patients, mais notre patience a des limites. Et votre refus nous coûte à tous. Fini le temps de la pédagogie et Joe Biden hausse le ton. Pour en terminer avec l'épidémie de Covid-19, le président américain décide de passer à la vitesse supérieure. Mon travail en tant que président est de protéger tous les Américains. Ce soir, j'annonce donc que le ministère du Travail élabore une mesure d'urgence qui exige que tous les employeurs qui ont plus de 100 salariés, ce qui concerne plus de 80 millions de travailleurs, s'assurent que leur personnel soit entièrement vacciné ou présente un test négatif au moins une fois par semaine. Ajoutés à ces salariés du secteur privé, les fonctionnaires fédéraux, de nombreux employés de maisons de retraite ou encore les écoles sous contrôle fédéral. Ce sont au total plus de 100 millions de personnes concernées par une vaccination quasi obligatoire, soit 2/3 des travailleurs américains. Dans l'opposition républicaine, on n'hésite pas à évoquer le terme de dictature. Il ne s'agit pas de liberté, dit Joe Biden. Ça ressemble beaucoup à une dictature. Si la vague épidémique en cours semble avoir amorcé une décrue, les indicateurs sanitaires restent élevés. Sur les 7 derniers jours, ce sont près de 150 000 nouveaux cas quotidiens qui ont été enregistrés aux États-Unis. Et puis en Afghanistan, l'incertitude continue de planer sur les réelles intentions des talibans. Illustration avec l'interdiction de manifester en faveur des libertés, surtout à l'égard des femmes. Il leur est interdit par exemple de pratiquer le sport. Une confrontation entre talibans et femmes afghanes. Une passe d'armes qui semble respectueuse dans les rues de Mazar-e-Sharif, au nord de l'Afghanistan. Un groupe d'une dizaine d'activistes ont décidé de marcher avec le mot liberté en caisse de résonance. Nous ne craignons pas les meurtres, les tirs et les gaz lacrymogènes. Et nous ne voulons pas de leurs faux mots et des mensonges que les talibans ont fait aux femmes de Hérat. Nous voulons nos droits. Et la liberté est le droit le plus important des femmes afghanes. S'ils laissent les femmes sans emploi, c'est clairement contre nos droits humains. Et aussi ces femmes qui travaillent et soutiennent leurs familles resteront sans emploi. Nous ne reculons pas, les femmes ne peuvent pas être éliminées, pouvait-on lire sur les pancartes. Côté taliban, la méfiance est de mise alors que les plus grands dirigeants de la planète attendent des actes concrets après leur prise du pouvoir. C'est la propagande de nos ennemis, une propagande contre l'islam et l'émirat islamique qu'ils diffusent souvent pour créer une distance entre l'émirat islamique et son peuple. Ils ont fait descendre nos femmes dans la rue et les ont poussées à se rebeller. Vos droits et les droits des femmes ne devraient pas être combattus dans les rues et les bazars. Vous devriez utiliser vos voix pour nous appeler. Nous viendrons même dans vos maisons pour entendre vos voix et ensuite nous transmettrons vos voix au gouvernement central. Et le gouvernement central est prêt à prendre des décisions positives qui bénéficieront au peuple. Un futur gouvernement qui pourrait ne pas être constitué de femmes ministres, directive qu'a laissé entendre mercredi dernier le chef adjoint taliban du bureau politique au Qatar. Tension d'ailleurs palpable ces derniers jours au cœur de la capitale devant le palais présidentiel. Une manifestante a déclaré avoir été confrontée notamment à des gaz lacrymogènes.
Le futur des femmes dans ce nouvel Afghanistan au centre de plusieurs interrogations, alors que les étudiantes ont repris les chemins des universités, seulement privées, et avec l'obligation de porter une tunique noire, un niqab et de se placer à distance des hommes. L'Union européenne dit aujourd'hui se pencher attentivement sur ce dossier tout en prenant de la hauteur. Parfois, l'alarmisme, lorsqu'il n'y a qu'un seul point de vue, nous empêche d'examiner l'ensemble du problème. Donc, je pense que pousser les talibans à respecter leurs engagements et aider à développer un Afghanistan islamique modéré est ce que nous pouvons encore faire de mieux. L'Union européenne informe également être toujours en contact avec les talibans via le Qatar et souhaite que les femmes puissent avoir des places de choix dans les domaines humanitaires et politiques. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci pour l'attention. À la prochaine.